concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2020. D'abord, les principaux titres. L'élection d'un nouveau président ne suffit pas pour briser le cycle de violence au Burundi. La commission d'enquête sur le Burundi met en garde la communauté internationale contre un relâchement prématuré. Et les prix des denrées alimentaires montent dans plusieurs coins du pays ces derniers jours. La société civile accuse certains administratifs d'en être les principaux responsables. Et Chovino Mugwengezo alerte contre la dégradation de la qualité de l'enseignement suite aux relations controversées entre enseignants et élèves. Le pédagogue de formation va intervenir au cours de cette édition réalisée au niveau technique par Fabrice Dimurukundo et Inès Gakiza. Dans quelques instants, les détails. Je vous le disais en titre, la communauté internationale devrait rester vigilante et ne devrait pas tourner la page à cause de l'élection d'un nouveau président au Burundi. Dans sa déclaration au 21e meeting de la 44e session du Conseil de l'ONU aux droits de l'homme, la commission d'enquête sur le Burundi a dénoncé la persistance des actes de violation des droits humains dans le pays, même après l'investiture du président Evariste Ndayishimiye. Trésor Nyongabo a suivi cette session tenue cet après-midi. Le Burundi se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins après une période électorale caractérisée par de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Tel est le constat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi lors du 21e meeting de la 44e session régulière du Conseil pour les droits de l'homme qui s'est tenu le matin de ce mardi à Genève en Suisse. Bien que le gouvernement n'ait jamais accordé aux enquêteurs l'accès au pays, ils ont collecté des informations de diverses sources, à la fois dans le pays et à l'extérieur. Doudou Diène, le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, a souligné le fait que les élections ont été émaillées de violations des droits de l'homme, notamment la détention arbitraire et même quelques exécutions des membres de l'opposition. L'élection présidentielle et celles législatives et communales se sont déroulées le 20 mai sans observation internationale. Le processus électoral a été jusqu'à présent caractérisé par une intolérance politique et entaché d'incidents violents et de multiples violations des droits de l'homme. Les enquêteurs de cette commission ont également noté que, dans son discours d'investiture, les politiques du nouveau président seront mises en œuvre par un gouvernement composé essentiellement de caciques du régime du défunt président Nkurunziza, dont certains sont sous le coup de sanctions internationales en raison de leur implication dans de graves violations des droits de l'homme. Des violations des droits de l'homme se sont poursuivies jusqu'à présent et il serait prématuré de se prononcer sur la possible évolution de la situation avec les nouvelles autorités. Nous attirons d'ores et déjà l'attention sur la responsabilité de tous les partenaires techniques et financiers du Burundi de s'assurer que leur assistance ne puisse pas contribuer d'une manière ou d'une autre à la persistance des violations des droits de l'homme. De son côté, l'ambassadeur du Burundi à Genève a rejeté catégoriquement le mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, réfutant sa neutralité. Renova Taabou a déclaré que le Burundi n'est pas prêt à coopérer avec la dite commission. Cette commission n'est pas un mécanisme d'enquête onusien et objectif, mais plutôt un mécanisme sui generis avec un agenda géopolitique au profit notamment de l'opposition politique burundaise. Le Burundi ne peut pas accepter des mécanismes de type gendarme. Les représentants des autres États présents à ce 21e meeting de la 44e session régulière ont également pris note du rapport présenté par le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, tout en leur réaffirmant leur soutien. Entre-temps, dans le pays, il y a eu découverte d'un corps sans vie ce matin entre les collines Mivo et Kibimba de la commune Mabanda. Nous sommes dans la province de Makamba. Selon les témoins sur place, la victime était un homme d'un âge compris entre 25 et 30 ans. Toujours selon les témoins oculaires,
Il a été tué à coups de gourdin et de machette. À côté du cadavre était posé un gourdin avec des traces de sang. La victime a été défigurée et ses yeux arrachés au point que personne dans la localité n'a pu l'identifier. L'administration locale confirme l'information. Il y a également recrudescence des cas de crimes atroces au Burundi. Les 2 dernières semaines, 6 personnes ont été sauvagement assassinées dans différents coins du pays. Parmi ces victimes, certaines ont été violées avant d'être tuées, d'autres ont été décapitées. Les détails avec Emmanuel Ndayishimiye. Du 29 juin au 5 juillet, la RPA a pu répertorier une victime. Il s'agit d'une jeune fille retrouvée morte dans un petit buisson se trouvant sur la colline Nyamugari de la commune Buhiga en province Karuzi. Même si la victime n'a pas été identifiée, nos sources font savoir qu'elle a d'abord été violée avant d'être égorgée. Nos sources à Buhiga indiquent que, de par son apparence, la jeune fille était âgée de moins de 20 ans. Cette sauvagerie a également été renouvelée la semaine du 6 au 12 juillet. Durant cette semaine, la RPA a pu relever au moins 5 cas d'assassinat cruel. La première victime est une jeune fille de 18 ans portée disparue depuis 2 jours. Mali Anike Ndayishimiye a elle aussi été retrouvée morte dans un petit buisson se trouvant au chef-lieu de la commune Musongati en province Rutana. Elle a également été violée avant d'être assassinée. En province Muramza, une femme du nom d'Anita Savimana a été retrouvée morte sur la colline Gatoaro en commune Muramza. Nos sources sur place indiquent que la victime a été décapitée. Même scénario pour Space Shimirimana, originaire de la province Karuzi. Décapité, son corps a été retrouvé en commune Bugenyuzi et plus précisément sur la colline Muramba. Toujours à Karuzi, un sexagénaire du nom de Nicodème Ndikumana a été tué par des gens qui seraient de sa famille. Lui aussi décapité, son corps a été retrouvé sur la colline Kibenga en commune Gitaramuka. Selon le Forum pour le renforcement de la société civile, les droits de l'homme ont été gravement bafoués pendant la période du deuil du président Pierre Nkurunziza, les victimes ayant été accusées de se réjouir de sa mort. C'est du moins ce qu'on peut lire dans le rapport mensuel du Force qui revient sur la situation des droits de l'homme et la situation économique dans le pays. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force, précise que pendant cette période, il y a eu des assassinats, des enlèvements et des arrestations arbitraires. Il donne quelques exemples. En province Changuzo, par exemple, nous sommes en commune Kigamba, colline Shinge. Un certain Minani Gracien a été arrêté par des Imbonerakure en date du 15 juin 2020, accusé d'avoir été content de la mort du président. En province Makamba, il s'agit de 7 personnes qui ont été arrêtées dans les communes Kayogoro et Makamba. En province Chibitoke, il y a 3 personnes qui ont été arrêtées par des Imbonerakure sur la colline Ruziba, commune Mugina, en date du 11 juin 2020 pour les mêmes raisons. Il y a aussi à Bujumbura, en province Bujumbura rurale, donc communément appelé Bujumbura rural, il s'agit d'un citoyen du nom de Charles Nzigirabadia, originaire de la colline Nyagatoki, zone Kienzi en commune Kanyosha, qui a été enlevé et qui est porté disparu. Au cours de cette même période, nous avons observé des violences policières graves dans certaines provinces, comme la province Bururi, Bubanza et Chibitoke, où des policiers ont tué à bout portant des citoyens honnêtes, les accusant de célébrer d'être contents de la mort du président. En commune Manda, par exemple, nous sommes ici en province Bubanza, un policier a tiré sur un certain Renovant Douayo, un vendeur de bière dans un bar sur la colline Gifugwe, zone Musenyi. Il y a aussi en province Chibitoki où un policier a tué un militaire. Il y a aussi en province Bururi le 20 juin où un policier a tué un élève du lycée communal à Hona, donc se trouvant à commune Bururi. L'élève s'appelait Nzeimana méthode. Les policiers ont été arrêtés et jugés en procès de flagrance, mais
Les Imbonerakure n'ont pas été inquiétés. Ils continuent à jouir de l'impunité malgré donc la venue d'un nouveau président et d'un nouveau pouvoir dirigé par Evariste Ndayishimiye. Nous voyons que les crimes continuent. Ernest Nkurunziza, c'est le secrétaire exécutif du Force. Et à propos de cette recrudescence d'assassinats, le gouvernement devrait se charger des cas de tuerie qui se sont manifestés ces derniers jours et dont le mode opératoire atteste une cruauté extrême. Propos de Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE, il demande au gouvernement de s'activer et de montrer qu'il peut faire mieux que le précédent. Ces 2 dernières semaines, il y a un constat de crimes extrêmement graves, je dirais même d'une cruauté inhabituelle qui se constate dans plusieurs provinces du pays. Je pourrais donner quelques exemples. C'est le cas d'une jeune fille dont le cadavre a été découvert en commune de Bohiga, province de Karoussi. Et il semblerait que cette fille avait été violée. Il y a le cas de certaines personnes, des cadavres décapités qui ont été également découverts dans certains coins. L'exemple étant celle d'une femme dont le cadavre a été découvert le week-end dernier en commune Muramvya de la province Muramvya et d'autres cas ont été signalés. Et dans toutes ces situations, on remarque d'abord un niveau élevé de cruauté dans les crimes qui ont été commis. On trouve aussi que les auteurs n'ont pas été identifiés, mais aussi le fait le plus frappant, comme dans le régime précédent de Nkurunziza, c'est le silence des autorités burundaises face à ces crimes et face à ces cruautés. C'est donc l'occasion, encore une fois, d'appeler les autorités burundaises, à commencer par le président Ndayishimiye et son gouvernement, de se démarquer du régime précédent en montrant une préoccupation et un intérêt sur l'importance de la vie humaine. C'est anormal que des gens soient tués et qu'il y ait complètement un silence du gouvernement, des autorités burundaises et qu'on ne sente pas des mesures qui sont prises, des préoccupations pour sauver les vies des Burundais. Pacifique Ninahazwe revient également sur des cas de disparition qui se sont aussi multipliés ces derniers jours. Il interpelle également le gouvernement de tout faire pour arrêter les auteurs. Nous avons également constaté sur la même période beaucoup de cas de citoyens qui disparaissent. Ce qui est nouveau aujourd'hui est que les familles n'ont aucune information sur les circonstances de la disparition. Avant, on pouvait avoir des informations, telle personne a été appelée au téléphone par tel autre, et après, il y a eu un véhicule du renseignement qui est venu, on a enlevé la personne, et puis il a disparu. Mais cette fois-ci, on nous dit simplement quelqu'un est allé au travail, et après, on ne l'a plus retrouvé. Et il y a un cas en Gozi, où une personne a répondu à un appel téléphonique et depuis, il n'y a pas de suite. Mais ce qu'on voit dans tous ces cas, c'est encore une fois le silence des autorités burundaises, comme si les disparitions ne leur disent rien. Encore une fois, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement du Burundi face à toutes ces situations. À propos des personnes qui ont disparu, il y a un employé de l'entreprise Afritextile qui est porté disparu depuis une semaine. La famille de Christophe Nhabaresha dit l'avoir cherché en vain dans tous les cachots de la mairie de Bujumbura. De leur côté, certains de ses collègues font savoir qu'ils seraient victimes d'avoir dénoncé des magouilles qui s'opéraient au sein de la dite entreprise. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Christophe Nhabaresha est toujours introuvable. Une semaine vient de s'écouler. Ce chef comptable de l'entreprise Afritextile est porté disparu depuis le 16 juillet dernier. C'est ce jour-là qu'il a été vu pour la dernière fois à son lieu de travail. Les informations que détient la radio RPA révèlent que Christophe aurait rejoint le patron de l'entreprise Afritextile, Tarouk Bachir, pour lui parler des malversations observées au sein de l'entreprise. Christophe dénonçait, entre autres, les présumés détournements des fonds lors de la fête de l'indépendance. La première cause est la mésentente entre lui et ses collègues du service de la comptabilité pour ce qui concerne l'argent destiné au rafraîchissement des employés de l'Afritextile qui avaient participé dans le défilé du 1er juillet. Selon notre source, il y aurait également un groupe d'employés de cette entreprise qui ont en plan de menacer toute personne qui a une opinion différente des leurs. Il y a un groupe de travailleurs et des chefs de service qui se sont mis ensemble pour collecter de l'argent afin de lutter contre tous ceux qui ne partagent pas les mêmes avis sur la façon dont l'entreprise fonctionne.
Les employés de l'entreprise Afritextile demandent aux responsables de l'entreprise d'aider pour retrouver leur employé Christophe Nabaresha. Nous avons encore une fois essayé de joindre Gilbert Nyonzima, le directeur général de l'entreprise Afritextile, mais il n'a pas décroché son téléphone portable à 3 reprises. Nous avons également tenté de contacter Tarouk Bachir, patron de l'entreprise Afritextile. Pour la première fois, celui qui a décroché son téléphone nous a répondu qu'il est en réunion et qu'il serait disponible plus tard. Mais lorsque nous l'avons rappelé, il n'a pas décroché son portable. Nous avons tenté d'appeler également Pierre Mouikié, porte-parole de la police. Son téléphone est sonné et personne n'a décroché. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Silence et inaction de différentes autorités sur le cas de la septuagénaire Concessa Nzeimana de Kayogoro, qui vit le calvaire depuis plus d'un mois car persécuté par l'administrateur de Kayogoro, Zake Misago. Encore une fois ce mardi, la rédaction de la RPA a contacté les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité nationale sans succès. Nous avons également essayé de joindre l'ombudsman burundais, la Commission nationale en charge de la protection des droits de l'homme, CNIDH, l'actuel gouverneur de Makamba qui est entré dans ses fonctions hier, ainsi que l'administrateur de Kayogoro, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Concessa Nzeimana et ses 2 petits-enfants ont même séjourné en prison. C'était quelques jours après la démolition de sa maison sur ordre de l'administrateur de Kayogoro. À sa libération, elle a saisi la représentation de l'ombudsman dans les provinces du Sud. Innocent Nimhagaritse, représentant de l'ombudsman dans cette localité du pays, a ordonné à la septuagénaire de quitter la parcelle et a fermé au cadenas ce qui reste de sa maison. La septuagénaire et ses 2 petits-enfants n'ont donc plus de logement. Et en page justice, l'inertie de la justice dans le dossier de l'assassinat de la députée burundaise de la communauté est-africaine, Afsa Mossi, tuée il y a 4 ans, prouve que de hauts cadres du régime CNDD-FDD ont trempé dans ce crime. Propos de maître Armel Nyongere, président de l'action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat, Burundi. Selon Armel Nyongere, les accusés de ce meurtre actuellement en détention ne sont que des boucs émissaires. Il demande qu'une enquête indépendante soit faite pour que la vérité éclate au grand jour et que justice soit rendue pour tous. Écoutez Armel Nyongere. Et 4 ans après la mort de l'honorable Afsa Mossi, tué le 13 juillet 2016, durant ces 4 ans, pas d'enquête crédible sur son assassinat, malgré que même l'ancien chef de l'État, Pierre Nkurunziza, avait juré de tout faire pour poursuivre les criminels et connaître les mobiles de son assassinat. Vu la façon dont ce dossier est géré, on voit la main du système CNDD-FDD. C'est vraiment inacceptable qu'une personne de rang de député passe 4 ans sans une enquête crédible et indépendante. Et dans des dossiers pareils, on observe souvent des arrestations et des boucs émissaires, soi-disant que ce sont des présumés auteurs. Tout ça pour distraire l'opinion, alors que les vrais auteurs sont protégés. La main du pouvoir dans l'assassinat de Afsa Mossi occasionne des retards considérables dans l'avancement de ce dossier. Nous demandons alors une enquête indépendante afin d'arrêter les vrais auteurs et les commanditaires de ce crime. Afsa Mossi, député de l'Assemblée législative est-africaine, EALA, a été assassiné le 13 juillet 2016 au quartier Gihosha de la mairie de Bujumbura. 4 ans après, aucun suspect n'a jamais comparu malgré l'appréhension de 5 suspects arrêtés dans la fraîcheur des faits. Parlons à présent de la couverture médiatique des activités de la diaspora burundaise sur le territoire national qui est depuis le début de ce mois conditionné par le sous-couvert du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Dans une correspondance rendue publique ce lundi 13 juillet, le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro a expliqué que c'est dans le but de suivre de près les réalisations de la diaspora, une mesure qui constitue plutôt une violation
violation flagrante de la liberté de la presse et du droit de l'information, réagit Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Écoutez plutôt Alexandre Niungeko. Cette correspondance montre effectivement une consécration de la violation flagrante de la liberté de la presse. Cette correspondance est présentée comme si les médias sont devenus des auxiliaires ou même des outils du ministère, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est une violation flagrante de la loi sur la presse en matière de liberté de la presse. Un journaliste, quand il veut traiter un sujet, il a le droit de pouvoir accéder à toutes les sources, accéder à tout le territoire national sans aucune restriction. Ça, c'est purement et simplement une violation de cette loi, une violation aussi du droit du public à l'information, parce que s'il y a violation de la loi de la liberté de la presse, et bien évidemment, on dénie au public le droit à l'information. Et ça, ce n'est pas étonnant sur le sol burundais quand on sait bien le malheur que vit au quotidien les médias et les journalistes burundais. Effectivement, une consécration de cet état de fait de pouvoir mettre au bas de la société, dénier tous les droits, y compris le droit du public à l'information, comme le disait, mais aussi purement et simplement le refus flagrant et dans des correspondances officielles, le refus vraiment de la liberté de la presse. Puisque nous parlons des droits des journalistes et les détentions depuis 8 mois et 24 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza, le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhozenzi et Egide Haririmana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province de Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles du mouvement Red Tabara. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Une courte pause et puis nous parlons de la hausse des prix de quelques denrées alimentaires. Une hausse des prix de quelques denrées alimentaires s'observe au chef-lieu de la province Makamba, des prix fixés arbitrairement par les commerçants et sans aucune intervention de l'administration à la désolation de la population qui en est victime. Les détails avec Rachel Kagissi. Depuis une semaine, les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper. Les habitants du centre-ville de la province Makamba indiquent que certaines de ces denrées ne sont plus disponibles sur le marché. Cet habitant témoigne. Nous sommes très inquiets par la hausse des prix des denrées de première nécessité. C'est le cas d'un kilo de haricots qui a subi une augmentation qui varie entre 100 et 200 francs burundais. Le maïs en provenance de la Tanzanie n'est plus disponible, de même que les amarantes et les aubergines. Le prix d'un kilo de viande a été augmenté de 2000 francs burundais alors que c'était l'aliment le plus sollicité. Ces habitants demandent aux nouveaux dirigeants de s'impliquer pour résoudre ce problème, étant donné que l'ancienne administration n'a rien fait pour stabiliser ces prix. Nous demandons à ces nouveaux dirigeants de redresser la situation car les commerçants de Makamba font tout ce qu'ils veulent en fixant les prix. De plus, les anciens dirigeants n'ont rien fait. On dirait qu'ils attendaient juste les nouveaux dirigeants. En plus de la flambée des prix des produits de première nécessité, les habitants de Makamba sont terrassés par une pauvreté rampante. Et le Forum pour le renforcement de la société civile s'inquiète également de la hausse de ces prix des denrées de première nécessité alors que le pays est dans une période de récolte. Les autorités sont pointées du doigt plutôt d'être parmi ceux qui raflent une grande partie de la récolte car ils ont beaucoup de moyens financiers. Une récolte que ces autorités revendent à un prix élevé. Rendons-nous à présent à Chibitoke où le chômage des commerçants qui exercent sur la route Bujumbura-Ruhwa dans cette province suite à la fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Plus de touristes, surtout en provenance de la RDC, qui ne passent pas sur la route. Les détails avec Hervé
Niyuhire. Ces petits commerçants dont il est question plaisent le long de la route Bujumbura-Leroy. Selon eux, ils ont du mal à écouler leurs marchandises, que ce soit les fruits ou la viande, et c'est faute de clients. Ce commerçant témoigne. Avant, nous avions une clientèle variée, c'est-à-dire des gens en provenance de Bujumbura et les touristes étrangers. Mais à présent, la situation a changé. Seuls ceux de Bujumbura nous achètent les fruits et les brochettes. Avant, on pouvait écouler facilement 50 chèvres, mais aujourd'hui, on arrive difficilement à vendre ne fût-ce que 3 ou 4. Bref, on a dû revoir à la baisse tous nos produits à cause de la mévente. Ces commerçants disent être conscients de l'importance et la nécessité de fermer les frontières pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, ils demandent au gouvernement de mettre en place des associations d'entraide afin qu'ils puissent se tirer de cette situation. En fait, nous vivions du trafic entre nos deux pays. Et comme le malheur ne vient pas seul, même les récoltes ont été très mauvaises cette année. Nous demandons donc au gouvernement actuel de nous venir en aide, notamment en multipliant les associations d'entraide, surtout en cette période où on fait face à une précarité sans nom. C'est ce que nous attendons de ce gouvernement, qu'il nous sorte de cette pauvreté en appuyant ce genre d'associations. Les commerçants qui ont été le plus touchés par cette mesure de fermeture des frontières sont ces de localités de Gasenyi et Ruhagarika de la commune Buganda et ceux du secteur Lurwa de la commune Rugombo en province de Cibitoke. Et à propos de la maladie à coronavirus, dans le pays, le nombre de personnes présentant des symptômes de cette maladie qui se font dépister ne cesse d'augmenter depuis le lancement de la campagne pour le dépistage en mairie de Bujumbura. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, pas moins de 500 prélèvements n'ont été faits jusque-là par jour. Plus de 6500 tests ont été effectués depuis l'apparition du coronavirus au Burundi. Parmi eux, 269 ont été testés positifs. Et pour clôturer cette édition, l'urgence exige et les États généraux de l'éducation devraient se tenir pour sauver ce secteur qui est en danger, selon Chovino Mugwengezo. Le pédagogue Chovino Mugwengezo estime que les relations entre les élèves et les enseignants doivent être redéfinies. Chacun saura ainsi ses limites, indique Chovino Mugwengezo. Je vous prie de l'écouter. Ces élèves osent vraiment attribuer cet échec au fait qu'ils soient Hutus. Et de là à dire que c'est finalement un génocide qui se poursuit contre eux, contre l'ethnie Hutu. Et c'est là que les gens doivent faire attention. Parce que là, c'est comme une alerte destinée à toutes les autorités, destinée au pouvoir en somme. Donc, je pense que si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention, nous risquons d'avoir dans toutes les écoles des cas isolés comme ça, des cas qui vont contaminer d'autres élèves, les moins méritants, mais ils seront toujours en mesure de justifier leur échec par ce phénomène-là. Et là, c'est là que je demande, j'exhorte vraiment à l'autorité de suivre de près cette affaire-là et de demander à ces élèves-là de s'expliquer, même devant des juridictions compétentes. Parce que là, l'opinion nous observe. Et ce phénomène-là, aujourd'hui, qui sévit, ce phénomène-là, sévit également dans d'autres services de l'État public, où des gens, des irresponsables, parfois quand ils sont obligés de s'expliquer, ils brandissent cela comme justification. Bon voilà, nous, c'est parce que nous sommes pas de telle ethnie ou nous sommes pas de la même ethnie que lui. Voilà pourquoi il s'en prend à nous. Voilà. C'est une situation qui doit être vraiment placée au centre de préoccupation actuellement par ce pouvoir-là, par le nouveau pouvoir. Et donc, en l'absence des mesures et des décisions pour éradiquer de ce genre de comportement, ces jeunes-là peuvent constituer un foyer, de façon que, à travers tout le pays, vous apprendrez ça et là qu'il y a des échecs, que des élèves vont échouer, et on aura toujours tendance à attribuer ça à ce phénomène de dire, voilà, j'ai échoué parce que je suis Hutu, ou j'ai échoué parce que je suis Tutsi. Et quant au problème qui hante le lycée technique et communal de Rugombo, qui est actuellement administré par 2 directeurs parallèles, Chovino Mugwengezo estime que le ministre de tutelle est en train d'être humilié. Encore une fois, Chovino Mugwengezo. Parfois, on a l'impression que
les ordres qui sont donnés par les autorités ne sont pas respectés par les instances inférieures. Il n'est pas normal qu'une nomination faite par un directeur provincial de l'enseignement ne soit respectée par un directeur sortant, parce qu'effectivement, c'est le directeur de l'enseignement qui a estimé que le directeur sortant ne méritait plus de continuer à diriger cet établissement scolaire, et du coup, il a décidé de le remplacer par quelqu'un d'autre. Tout naturellement, l'objectif étant que ce nouveau puisse améliorer la qualité de travail et même le rendement. Alors, le fait de refuser de remettre le sceau d'abord, par définition, le cachet de l'école signifie, le sens du cachet de l'école, c'est l'autorité et le pouvoir. Lorsque une autorité scolaire ne détient pas un cachet ou un sceau de l'école, son pouvoir est limité. Alors, le fait de refuser de céder ce cachet au nouveau directeur doit nécessairement donner lieu à un dysfonctionnement. Autrement, ça pourrait être qualifié d'usurpation du pouvoir. C'est punissable par la loi. Il peut être poursuivi. Voilà, c'est Chovino Mugwengezo, il est pédagogue de formation et c'est par son intervention que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 14 juillet 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.